Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Et oui, les débats de l'été, midi 8 jusqu'à 13h, on est avec vous, Maxime Trouleau. Bonjour Maxime. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Ravi de vous accueillir. Mais oui, pareil. Voilà, c'est l'heure du déjeuner, c'est l'heure de Maxime Trouleau. Voilà, c'est ça. Chaque jour de la semaine. Beaucoup de sujets dans l'actualité, on va les traiter bien sûr jusqu'à 13h. On va notamment revenir sur ces hommages toujours plus nombreux à Alain Delon qui est disparu, donc qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans avec pas mal de questions qu'on se pose, notamment est-ce qu'il faut un hommage national? Est-ce qu'il faut rendre un hommage national à Alain Delon? Avec la question qu'on se posera notamment avec notre invité à suivre dans une dizaine de minutes. Lui était contre Alain Delon, cet hommage national. Alors est-ce qu'il faut un hommage national? Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. On reviendra évidemment sur l'acteur, la légende du cinéma français Alain Delon, qui est donc mort hier matin à l'âge de 88 ans. On recevra un écrivain qui sort un livre en septembre prochain, Delon, une vie aux aguets. Il nous parlera notamment de l'acteur, il fera l'éloge notamment de cet homme, mais pas que. Vous allez voir ça dans un instant. On verra cela. D'ici là, tout de suite, on fait un point sur les incendies qui se multiplient dans le sud de la France. Sud Radio, midi 9. Les débats de l'été, Sud Radio. Oui, le début d'été a été plutôt calme, et voilà, la France touchée par deux incendies ces dernières heures. L'un du côté de Frontignan, près de Montpellier, l'autre Canet-en-Roussillon. Maxime, c'est pas très loin de Béziers en l'occurrence. Les deux incendies ont été maîtrisés. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, Gérald Darmanin, est attendu dans les prochaines minutes du côté de Frontignan, où 350 hectares sont partis en fumée, alors qu'à Canet-en-Roussillon, un petit peu plus au sud, 2500 à 3000 vacanciers avaient été évacués d'un camping avant de pouvoir regagner leur logement ce matin. À noter d'ailleurs que près de 60 hectares ont également brûlé près de Béziers dans l'Hérault. Oui, effectivement, je rectifie. Oui. Canet-en-Roussillon qui n'est pas à côté de Béziers, vous l'avez noté, 3 incendies en tout cas. Pour en parler, nous recevons premier invité Marc Benassi, premier adjoint de la ville justement de Canet-en-Roussillon. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, midi 10. Racontez-nous un petit peu, c'est quoi la situation sur place actuellement? Alors la situation sur place, elle est plutôt satisfaisante, puisque nous avons pu réintégrer tous les vacanciers donc à l'intérieur du camping. Donc ça a été quand même une nuit très agitée pour nous, très compliquée à gérer, puisque nous avions 3000 vacanciers, une évacuation totale donc d'un camping à gérer. Mais voilà, à l'instant où je vous parle, tous les vacanciers ont repris leur mobil-home, à l'exception de 7 mobil-homes qui ont été détériorés, un complètement et les autres partiellement, qui ont été détériorés par les flammes. Et du coup, nous avons trouvé une solution de relogement pour les 7 familles concernées. Racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est passé. À partir de quel moment vous avez compris que la situation était urgente, était inquiétante, et à quel moment vous avez pris la décision d'évacuer ce camping notamment? Alors, on l'a compris dès le départ. Alors, c'est-à-dire qu'à 2h30 du matin, l'incendie a été déclaré. Donc moi, je suis arrivé sur les lieux peu de temps après. Par chance, les pompiers ont été mobilisés de manière très importante et surtout très rapide. Ils sont arrivés très rapidement sur le lieu. Ils ont pu maîtriser le feu. Je rappelle que ce feu, il est parti à l'extérieur du camping. Nous étions donc de nuit à 2h du matin avec une forte tramontane, donc beaucoup de vent, ce qui a rendu l'intervention très difficile, puisque le feu se propageait rapidement. Et du coup, ce feu a longé les berges de l'étang à travers les roseaux qui bordent l'étang et a pénétré à l'intérieur du camping à ce moment-là. Donc les pompiers ont pu intervenir rapidement et heureusement, et je les remercie pour leur rapidité d'intervention, puisque sinon le bilan aurait pu être beaucoup plus complexe, beaucoup plus dur. Là, pour le coup, ça a été bien géré. Ensuite, en ce qui nous concerne, on a déclenché donc le plan communal de sauvegarde. On a travaillé avec en concertation avec la gendarmerie, les pompiers, bien entendu, la police municipale, pour essayer de reloger et de faire patienter ces 3000 personnes qui se sont retrouvées hors du camping en pleine nuit. Et nous avons pour cela déjà ouvert un gymnase communal pour pouvoir les accueillir et leur servir une boisson chaude et des couvertures, puisqu'il faisait quand même assez frais pendant la nuit. Et nous avons réquisitionné
3 clubs de plage qu'il faut remercier parce que les gérants sont venus en pleine nuit nous ouvrir les clubs de plage, ce qui nous a permis de remplir ces clubs de plage, donc des vacanciers, en attendant que les pompiers finissent de sécuriser la zone, finissent de maîtriser bien entendu le feu et permettent petit à petit la réintégration des vacanciers à l'intérieur du camping. Marc Benassi, je rappelle que vous êtes le premier adjoint de la ville de Canet-en-Roussillon. Est-ce que c'est la première fois, Marc Benassi, que vous subissez des incendies de cette importance ? Oui, alors écoutez, c'est pas la première fois qu'on a des incendies sur la commune, on en a déjà connu, mais si vous voulez, celui-là, il nous a préoccupé énormément puisque forcément il rentrait dans un camping, on avait 3000 habitations, c'est un camping qui est végétalisé avec des pins, donc quand on est arrivé, qu'on a vu les flammes et notamment quand on a réalisé qu'il y avait donc du coup 3000 personnes en situation de danger, forcément ça nous a donné une grande inquiétude. Par chance, le bilan, il est quand même léger puisque c'est un bilan uniquement matériel, donc de 7 mobil-hommes qui ont été détériorés, dont un entièrement, 3 véhicules, quelques blessés légers lors de l'évacuation, mais heureusement, je dis bien heureusement que la chaîne de solidarité qui s'est organisée entre le personnel du camping, entre les pompiers, la gendarmerie, la police municipale, les gérants de clubs de plage qui sont venus ouvrir, les bus, on a affrété des bus aussi qui sont venus récupérer les gens pour les amener jusqu'au gymnase. Tout ça s'est fait très rapidement, enfin du moins le plus vite qu'on a pu, le plus vite possible, et ça a permis d'avoir un bilan très léger. Et, franchement, c'est un ouf de soulagement pour nous aujourd'hui d'avoir un bilan aussi léger quand on voit la dangerosité de ce qu'on a dû affronter cette nuit. Marc Benassi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, premier adjoint de la ville donc de Canet-en-Roussillon où il y a eu cet important incendie et donc retour à la normale très clairement dans les prochaines heures. Ça commence. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. On file du côté maintenant de Fontignan, cet autre incendie, plus de 300 hectares qui sont partis en fumée. Le ministre de l'Intérieur, ministre démissionnaire, Gérald Darmanin, vient d'arriver sur place. Nous sommes avec un auditeur, Jamel, qui est du côté de Ballaruc, juste à côté de Fontignan. Bonjour Jamel. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, Jamel ? Je vais bien, oui, ça va, merci. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez pu apercevoir. Vous êtes pas très loin de cet incendie qui s'est déclaré, qui est fixé depuis maintenant 2-3 heures. Oui, c'est fixé même. Ouais, même fixé depuis ce matin, je pense à 5h, 6h du matin, c'était résolu le problème. En fait, nous on habite à proximité, on est entre Ballaruc-le-Vieux et Ballaruc-les-Bains, et on est à la proximité de la garrigue, mais de l'autre côté de... si vous voulez, on est au feu initial de la garrigue, parce que ça se situait entre... la finalité de Ballaruc jusqu'au début de Frontignan, et après ça s'est écoulé jusqu'à la rentrée de Mirval, pour vous dire, parce que comme il y a eu du vent, c'est annoncé à minuit ou 1h du matin, et ça a fait que ça s'est répandu, on va dire même sur les bassesses de Frontignan-Peyrade. Vous voyez ? Ouais, bien sûr, et les pompiers, il faut le dire, ont fait un travail exceptionnel, et c'est important aussi de le dire et de leur rendre hommage là-dessus, parce que c'est vraiment c'est grâce à cela et la rapidité finalement de leur intervention. Même les locaux, Les locaux aussi ont participé parce qu'il fallait les orienter dans les vignes. Vous savez qu'à ce de Frontignan, il y a quand même, il y a plus de 10 hectares de vignes qui s'étendent jusqu'à l'entrée de Mirval et Vic-la-Gardiole. Donc il fallait que les camions puissent entrer par cet axe-là pour pouvoir éteindre, si vous voulez, la proximité des habitations de Frontignan, parce que sinon, ça aurait pas été accessible déjà d'une. Et puis après, ça aurait été beaucoup plus difficile, même pour les Canadaires, d'éteindre le feu. Voilà. C'est pas la première fois du côté de Frontignan qu'on fait face à un tel incendie. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on malheureusement on prend l'habitude de tout cela ? Est-ce qu'il y a une inquiétude encore qui est toujours vive ? Je sais pas. Hier soir, quand vous avez suivi ça, est-ce qu'il y avait cette inquiétude importante ? Oui, forcément, parce que entre les locaux et
et les vacanciers, il y a un peu de panique parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des habitations qui sont souvent, comment dire, il y a beaucoup de locations de vacances en fait dans cette région-là, vous savez, sur l'extérieur de Frontignan. Ouais. Et ces gens-là n'ont pas les mêmes réflexes que les locaux. Les locaux, en fait, voilà, entre les feux qu'il y a eu à Metz l'an passé, puis là encore, je pense qu'il y en a un qui, je sais pas, hein, il y a des sous-entendus qui disent qu'il y a eu un départ sur Metz dans la garrigue. Et pareil, si vous voulez, les locaux ont des réflexes. On est plus ou moins vigilants. Donc, mais vous savez, les vacanciers, même malgré leur vigilance, ils n'ont pas les réflexes en cas de panique, en cas de feu, de fumée, ou vous voyez, ils n'ont pas de repères en fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut partir en même temps, tout le monde se met sur la route en même temps, et ça empêche justement les secours et éventuellement les services des pompiers et puis tout ce qui tout ce qui doit arriver pour éteindre le feu. Enfin, on va dire que voilà, ils sont souvent bloqués. Comme là, il y a eu quand je suis arrivé moi, parce que je suis rentré chez moi au rond-point entre Balaruc, entre la zone commerciale de Balaruc et Frontignan, il y avait un bouchon et au début on comprenait pas pourquoi. Et en fait, c'est des gens qui s'arrêtent et qui regardent, vous savez, comme sur les autoroutes, quand il y a un accident, tout le monde s'arrête pour regarder. Et en fait, c'est ça qui rend pas service. Et c'est pour ça que nous, le message qu'on dit aux vacanciers, c'est dangereux, puis qui ait le réflexe de partir et de ne pas rester. Hein. Jamel, auditeur de Sud Radio, donc du côté pas très loin de Frontignan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va suivre bien sûr. Alors, juste poser, bien sûr. Comme j'ai eu au téléphone, voilà, j'étais juste comme je suis pas loin de la région de M. Bourdin. Je tenais à lui passer le bonjour et voilà. Et à très bientôt. C'est l'écoute, sinon. Voilà, vous le retrouverez de toute façon à la rentrée, bien évidemment, Jean-Jacques Bourdin, et on lui passe le salut. Également midi 19, on va suivre bien sûr tout cela avec Gérald Darmanin qui est arrivé sur place du côté de Frontignan. On le rappelle, incendie fixé. On va suivre tout cela bien sûr tout au long de cette heure d'émission avec vous, Maxime Trouleau. Mais d'abord à suivre un autre sujet. Oui, on va complètement donc parler de la mort d'Alain Delon. On va revenir sur l'immense acteur qu'il était avec notre invité Bernard Pasquito, écrivain et auteur du livre Delon, une vie aux aguets. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Les débats de l'été, midi 20, passé maintenant les débats de l'été, on revient forcément tout de suite sur la mort d'Alain Delon qui s'est éteint donc hier. On revient sur sa mort et sur cette pluie d'hommage aussi, Maxime, depuis hier. Oui, Alain Delon qui est décédé même dans la nuit, vers 3h du matin, à l'âge de 88 ans, mort des suites d'un cancer dans sa maison de Douchy-Montcorbon, c'est dans le Loiret. Immense acteur, évidemment, immense carrière pour celui que l'on surnommait le Guépard, mais sa fin de vie avait été malheureusement accompagnée de quelques querelles familiales au sujet notamment de sa succession. Bonjour Bernard Pasquito. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Vous êtes écrivain, auteur du livre Delon, une vie aux aguets, aux éditions de l'Archipel, ouvrage qui va sortir en septembre, le mois prochain. Avant de parler de ces histoires de succession et de ces guerres intrafamiliales, on va bien sûr y revenir dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce que vous voulez retenir vous-même, Bernard Pasquito, de l'homme, de l'acteur Alain Delon? C'est un vaste sujet. Moi, je trouve que l'acteur, comme l'homme, ce qui me restera, c'est quelque chose de fascinant. Au-delà de sa beauté, dont on a beaucoup parlé depuis hier, ou de son talent d'acteur, il y a cette sorte d'aura, cette chose qui ne s'invente pas, qui fait que il a rayonné tout au long de sa carrière, de sa vie aussi, et surtout c'est quelqu'un qui a su mener des combats parfois quand on ne l'attendait pas. Voilà. Alors c'est un homme de coups de gueule, de coups de sang, de coups de colère. C'est un homme qui ne laissait personne insensible, avec d'énormes défauts et d'immenses qualités. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui a rayonné sur tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre livre, Bernard Pasquito. Vous faites l'éloge de l'acteur, de l'homme, mais vous écrivez également, je cite, il pouvait être irritant, exténuant et ces derniers temps,
insupportable. À force de ressasser le passé, de glorifier ses morts, la fin a tourné à la débâcle. Ce sont vos mots. Bernard Pasquito, qu'entendez-vous par le mot débâcle ? Ah bah je fais allusion évidemment aux derniers mois avec tout ce qui s'est passé avec les enfants. Je trouve que j'ai évidemment une forme d'affection pour Alain Delon. On peut pas travailler pendant plusieurs années sur un tel sujet et rester indifférent. Et je trouve que c'est une vraie désolation ce qui s'est passé. Voilà. Après, sa solitude des dernières années, alors ça me fait pas pleurer parce que je crois qu'elle est recherchée par Delon, parce que je pense qu'il est déçu. À un moment donné, il est déçu partout. Il est déçu par l'époque, il est déçu par les nouveaux acteurs, il est déçu par le nouveau cinéma. Il est déçu par ses enfants, il faut bien le dire, et il est déçu. Il est déçu par l'époque. Et c'est pour ça qu'il se réfugie en permanence. Alors c'est un peu irritant, c'est pour ça que je l'écris. C'est un peu irritant pour nous, cet homme qui se réfugie sans arrêt dans le passé, dans les vieilles gloires, les Visconti, Gabin, Melville, tout son petit monde de gens morts. Mais c'est aussi parce qu'il ne trouve plus de joie et plus de répondants chez les vivants. Mais est-ce que ça veut dire peut-être aussi qu'il n'a pas réussi à se réinventer, Alain Delon ? Oui, quelque part, oui, on peut dire ça. Moi, là où j'ai été déçu par Alain Delon, si je puis dire, c'est que je me dis quand même, Belmondo, c'était pareil d'ailleurs. Ils ont fait une immense carrière. Il a fait une immense carrière. Il est allé jusqu'à des films comme Monsieur Klein, évidemment, dont on parle beaucoup, dans les années 80. Dans Un amour de Swann, il était formidable aussi. Et puis après, il n'y a plus rien. Et je me dis, c'est quand même bien dommage. C'est bien dommage parce que Gabin, par exemple, a trouvé des rôles à sa mesure, y compris lorsqu'il a été âgé, très âgé. S'il y aurait pareil, et c'était encore plus difficile parce que c'était une femme, voilà. Et eux, je parle de Delon aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est arrêté. Et je pense aussi que il regrettait que, par exemple, que les jeunes acteurs par rapport à lui, n'aient pas le même respect, la même admiration qu'il avait lui pour ses aînés. Les Ventura, les Gabin. Oui, Bernard Pasquito, juste pour conclure, deux questions. On se souvient notamment, on a en mémoire ce qui s'est passé après la mort de Johnny Hallyday, cette guerre de succession. Est-ce qu'on s'oriente vers, on va dire, une situation comparable ici après la mort d'Alain Delon? Ça, c'est ma première question. Et avait-il émis un avis sur un éventuel hommage national qui pourrait lui être rendu après sa mort? Alors bon, pour ce qui est de la comparaison avec Johnny Hallyday, en 2019, Delon avait dit, avec toute la modestie qu'il caractérisait, moi, je vais pas refaire Johnny Hallyday, moi j'ai tout réglé, il n'y aura pas de problème. Résultat, les problèmes, ils sont arrivés avant sa mort. Oui. Donc, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont se profiler dans les mois qui viennent. Quant à l'histoire de l'affaire de l'hommage national, d'abord, je vois pas pourquoi un hommage national empêcherait qu'il soit enterré à Douchy. Dans le Loiret, là où il a terminé ses jours. Oui, à Douchy, dans le Loiret, dans sa propriété. Oui. Ça, on savait que c'était son souhait. L'hommage national, moi, j'ai jamais entendu dire du vivant de Delon qu'il refusait un hommage national. On va bien voir ce qui va se passer. Moi, je trouverais ça regrettable s'il n'y avait pas d'hommage national. Apparemment, on s'oriente sur quelque chose en septembre, une cérémonie. Voilà, parce que on l'a eu pour Belmondo, on l'a eu pour Aznavour, donc voilà. Et puis encore, ceci n'empêche pas d'enterrer les gens ensuite là où ils souhaitaient être enterrés.
Merci beaucoup Bernard Passuto d'avoir été avec nous sur Sud Radio, écrivain, auteur du livre Delon, une vie aux aguets aux éditions de l'Archipel à paraître. Ce sera le mois prochain. Sud Radio midi 29. Restez avec nous. Maxime Troulot, dans un instant, on parle de sport, mais pas que. On parle de rayonnement de la France à l'international. Le football qui ne fait plus recette en France. Et puis on parlera aussi des Jeux paralympiques. Ça débute dans à peu près 10 jours. On sera avec notre consultant d'ici un quart d'heure. À tout de suite. À tout. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Troulot. Midi 32 sur Sud Radio, bon appétit si vous êtes à table, ça ne nous empêche pas de faire un petit peu de sport, peut-être juste après. On va prendre le temps, Maxime, en tout cas. On parle tout de suite de football. La reprise du championnat de France de Ligue 1, c'était ce week-end. Le foot fait-il encore recette en France ? Des polémiques encore et toujours concernant la diffusion de cette saison de Ligue 1, Maxime. Oui, avec un nouveau diffuseur pour cette année. Il est anglais, il s'appelle DAZN. Il a racheté donc la quasi-totalité des droits des matchs de chaque journée. Un problème ? Eh bien, il y a un problème, c'est le prix de l'abonnement. 40 € si l'on souhaite voir en direct les 8 des 9 rencontres de chaque journée. Trop cher pour de nombreux passionnés qui se sont tournés vers des moyens illégaux, notamment le streaming, avec des chiffres qui ont explosé pour ce week-end. 200 000 personnes, rendez-vous compte, ont notamment regardé le match d'ouverture entre Le Havre et le PSG sur la messagerie cryptée Telegram. Et on en parle tout de suite avec vous, Chérif Guémour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Vous êtes journaliste pour le journal SoFoot. Le foot est entré aujourd'hui dans une zone de turbulence. C'est une saison très complexe qui s'annonce déjà. Le foot français, en tout cas, au niveau de son financement, parce qu'on va rappeler que l'ensemble de l'économie du football français repose sur les droits télé. Alors d'abord, on va quand même distinguer les clubs français qui ont un gros investisseur, notamment un gros investisseur étranger comme Saint-Etienne, l'OM, OL, PSG, Nice ou Rennes. Enfin, Rennes, c'est plutôt un investisseur français, la famille Pinot. Donc, qui vont avoir des difficultés, mais qui vont s'en sortir. Mais c'est surtout le reste du championnat. Et ça, c'est pour la situation française. Mais sinon, pour la situation internationale, ça faisait quand même depuis quelques années qu'au niveau des droits télé, il n'y avait plus la méga inflation qu'il y avait dans le passé. C'est-à-dire que ça s'était stabilisé, voire ça avait baissé dans certains championnats. Donc les problèmes qu'on a eu à vendre les droits de la L1 auraient dû normalement être anticipés de façon beaucoup plus efficace. D'ailleurs, Chérif, l'objectif du diffuseur DAZN, c'est d'atteindre 1,5 million d'abonnés dans les 6 prochains mois. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire que ce chiffre ne sera jamais atteint ? A priori, c'est complètement illusoire. A priori, parce qu'il va peut-être y avoir une explosion, je sais pas. Mais non, c'est en plus déjà DAZN a refusé de communiquer déjà au niveau des abonnements où ils en sont là maintenant ce week-end. Donc, à mon avis, quand on a des on va savoir les chiffres un jour ou pas, Chérif Guémour? C'était déjà difficile avec Amazon, donc est-ce que DAZN va les publier? Mais de toute façon, on retrouve quand même fondamentalement ce qu'on avait eu déjà avec Mediapro, c'est-à-dire des opérateurs étrangers. Là, donc à l'occurrence un opérateur anglais, DAZN et tout, avec son DG Shai Seget, qui a donné une interview un peu lunaire dans l'équipe. Justement, c'est lui qui a annoncé ses projections, 1,5 million. C'est des étrangers. Alors, je fais pas de la xénophobie. Je veux dire, pendant longtemps, on a eu Canal+. Canal+ connaissait bien les contours du football français, son économie, son potentiel. Et là, que ce soit avec Mediapro il y a quelques années ou DAZN, c'est des gens, on a vraiment l'impression qu'ils évaluent au doigt mouillé, quoi. Donc voilà, au bout de 6 mois, 1,5 million d'abonnés, mais sur quel chiffre ils se basent? Qu'est-ce qu'ils connaissent du foot français, du championnat de France, de ses potentialités, du pouvoir d'achat? Parce qu'on va pas se masquer la réalité non plus. Voilà, les gens ont peut-être moins de moyens pour se payer du foot. Donc voilà, et puis surtout, il faut pas oublier, alors ça c'est vraiment circonstanciel, n'oubliez pas qu'on sort d'une séquence extraordinaire qu'ont été les Jeux Olympiques, où il y avait du sport 24 heures sur 24,
gratuit et de qualité. Malheureusement pour la L1, ils viennent après, quoi. Vous comprenez un peu le contexte? Bien sûr, moins d'argent et des abonnements plus chers. Alors voilà pour le constat. Et si jamais il n'y a pas assez d'abonnés, quels peuvent être les risques, notamment pour ces clubs entre guillemets moyens qui ont moins d'argent, comme par exemple le Paris Saint-Germain? Quels peuvent être les risques pour ces clubs, Chérif? Le président Nicolin de Montpellier est plutôt inquiet. Alors après, il dramatise un peu, évidemment. Donc il parle de mettre la clé sous la porte, ceci, cela. On n'y est pas encore. Mais surtout par rapport à, les deux écueils essentiels. Le premier, c'est d'avoir pendant très longtemps surévalué la Ligue 1. Et le deuxième écueil, c'est de ne pas avoir anticipé justement le jour où il faudrait remettre tout le football professionnel à plat. C'est-à-dire l'échelle des salaires, l'économie où les droits télé ont une part beaucoup trop importante. Voilà, là, je pense que, comme on dit, le paquebot vient de heurter l'iceberg. Il vient juste de le heurter. Est-ce qu'il va couler? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir mettre des canaux et puis sauver un peu tout le monde? Là, pour l'instant, on n'en sait pas. Mais tout le monde est dans le brouillard. Moi, je navigue à vue. Le journal de l'équipe navigue à vue. On navigue tous à vue, y compris à la LFP. D'ailleurs. Et c'est la responsabilité de qui, tout ça, Chérif Guémour? Les clubs ont une responsabilité, pas que? Les clubs, oui, les présidents de clubs qui ont fait une confiance aveugle à Monsieur Labrune, le président de la LFP, mais comment dire, le comportement de Labrune est symptomatique, comment ça s'appelle, d'une mentalité française, c'est-à-dire qu'il est parti sur une surévaluation, c'est-à-dire il a cru qu'il allait tirer 1 milliard, on rappelle 1 milliard d'euros par an des ventes de droits de la L1, et en se ménageant entre guillemets des portes de sortie un peu illusoires. Alors d'abord ça a été Apple, je me rappelle plus, enfin bon bref, en GAFAM, c'était salatoire. Deuxième plan B, le retour de Canal+, alors que Canal+ avait été clair, il ne reviendrait pas à L1. Ensuite, ça a été Bein, le Qatar, via le président Macron. Et en fait, tous ces leviers qu'il a voulu actionner n'ont pas été actionnés, n'ont pas pu être actionnés. Et tout ça, avec l'assentiment des clubs, des présidents de clubs, qui lui ont fait une confiance aveugle. Laurent Nicolin, le patron du club de Montpellier, a dit heureusement que Vincent Labrune était là, ce qui a d'ailleurs étonné beaucoup de supporters qui se sont dit mais comment peut-il tenir des propos pareils, sachant que Vincent Labrune est dans le viseur de beaucoup de supporters. Il y a des élections pour la présidence de la Ligue Football Professionnelle à l'AFP en septembre. Est-ce que Vincent Labrune doit rester? Est-ce qu'il peut rester président de la LFP, Chérif Guémour? Soyons réalistes, soyons honnêtes. Je veux dire, souvent, de l'entreprise privée, quand elle n'atteint pas ses objectifs, il y a des licenciements, il y a fermeture, mise dépôt de bilan, ceci, cela. Vincent Labrune a objectivement échoué. Donc c'est à lui de tirer les conséquences d'avoir mis le football français professionnel dans cette situation. Moi, je réclame pas sa démission. C'est simplement, là, il y a une situation objective, une catastrophe industrielle. Donc, est-ce qu'on va prolonger cet homme-là à la tête de la LFP Est-ce qu'il est compétent pour l'être? C'est ça la question qu'on se pose ce midi. C'est un communicant, Vincent Labrune. Il y a communicant et gestionnaire. Gestionnaire, non, il n'a pas fait ses preuves. Communicant, oui. Une fois de plus, je viens de faire le rappel de tous les leviers qu'il était sanctionné pour le dernier appel d'offres. On voit bien que tous les leviers qu'il a actionnés ne fonctionnent pas, n'ont pas marché. Est-ce que là maintenant, on a fait le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, le plan F, jusqu'à quand? D'autant plus que parmi les candidats qui se présentent contre lui, il y a un Cyril Linette. Alors moi, je le défends pas, j'ai pas de... Mais beaucoup plus au fait, beaucoup plus avisé sur la situation réelle du football français. Après, je fais pas de lobbying, moi je ne vote pas. Donc oui, ça sera au club de décider. Bah, ça, voilà. Et surtout, je pense sincèrement que tout repose en fait maintenant
sur le collège des présidents de L1. Les présidents de L1 maintenant doivent, s'ils n'avaient pas fait d'ailleurs lors de la crise du Covid, où chacun avait tiré un peu la couverture à lui, ceci, cela et tout. Donc une fois de plus, il a fallu l'intervention de l'État et tout avec les prêts gouvernementaux. On va suivre. Là, quand c'est vraiment les présidents de L1 qui doivent se regarder en face, qui doivent se regrouper et se dire stop encore avec Vincent Labrune. Eh ben on verra ça en septembre prochain. Chez Yves Guémour, quand même, parlons aussi des Girondins de Bordeaux, rétrogradés en National 2, en 4e division. Le championnat n'a pas encore repris. C'est quoi l'avenir des Girondins de Bordeaux aujourd'hui, concrètement ? L'avenir, c'est le dépôt de bilan et repartir à l'échelon amateur. Pour l'instant, on en est là. Je veux dire, les dernières démarches qu'ils ont faites auprès du CNOSF n'ont pas abouti. Non, mais c'est dramatique. Et les joueurs, ils s'entraînent sans savoir quel avenir leur est réservé. Les salariés du club, il y en a beaucoup. Pareil. Là, c'est pareil. Je veux dire, on a avec Monsieur Lopez un grand communicant. Un grand gestionnaire, non. Mais par contre, c'est un super communicant. Retour voilà. Ouais, allez-y, chef Guémour. Non, c'est tout. Il est supporter dans sa poche. Il a géré n'importe comment. Enfin, moi, j'ai pas mal d'amis journalistes supporters de Bordeaux. Ils s'étranglent et puis bon, c'est une catastrophe qu'on a vue. Alors, c'est une catastrophe qu'on a vu venir depuis pas mal d'années. Retour à l'échelon amateur. Est-ce que les Girondins de Bordeaux, si on se revoit, si on se reparle dans un an, est-ce que ça existe toujours comme club ? Alors, les Girondins de Bordeaux, c'est comme certains clubs italiens, Fiorentina, Parme, qui il y a quelques années étaient redescendus, mais vraiment très bas. C'est un club historique. Il y a des parrains qui pourraient intervenir. Je pense à Zidane, Lizarazu. Alors pas tout de suite, évidemment, pas dans le premier temps. Mais il y a un bassin de population, il y a un stade, il y a un centre de formation, il y a un siège. Donc, il va falloir prendre le temps de reconstruire. Je pense que évidemment, ça va être comme Rodez, par exemple, ou des petits clubs comme Schiltigheim, vous voyez ce que je veux dire. On parle de Bordeaux quand même. Ça va être long, ça va prendre quelques années. Et puis voilà, les supporters sont là, le bassin est là, il y a un stade, il y a un outil, il y a une histoire, il y a un savoir-faire. La seule chose, c'est qu'il faut pas que ça prenne trop de temps. Faut pas que ça prenne 10 ans, parce que là, ça pourrait être problématique. Merci beaucoup, Chérif Guémour, journaliste pour SoFoot. Merci pour toutes ces explications, cet éclairage capital, important, alors que le football reprend ses droits. Peut-être la fin de la folie des grandeurs pour le football français. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir cette saison, cette année notamment, chaque week-end avec Alexandre Priam pour les sports. Allez, dans un instant, les sports, on continue avec les Jeux paralympiques qui se profilent après des JO réussis, une ferveur populaire incroyable. On va se poser la question comment ça va se passer pour ces Jeux paralympiques, comment ça se profile. C'est dans combien de jours, Maxime ? 9 jours, J-9, le 28 août. Et on en parle dans un instant avec notre consultant qui va nous accompagner tout au long de ces Jeux paralympiques. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise, Maxime Trouleau. Et oui, les débats de l'été, suite et fin, les Jeux paralympiques, objectif Jeux paralympiques. Le compte à rebours est lancé J-9 avant le début de cette compétition des Jeux paralympiques. On va y revenir chaque midi à cette heure-là, tout au long de la semaine, avec notre consultant Tony Martin-Smith, entrepreneur, judoka paralympique, déficient visuel et double médaillé au championnat du monde. Bonjour Anthony. Bonjour Benjamin, bonjour Maxime. Et bonjour merci Anthony de nous accompagner tout au long de ces quelques journées avant les Jeux paralympiques et puis après, bien sûr, pendant la compétition. On va suivre tout cela avec vous. Quelques chiffres pour commencer, Maxime. 1,4 million, c'est le nombre de billets déjà vendus par le COJO. Alors, c'est le dernier chiffre, en tout cas, qui est communiqué la semaine dernière. C'est la moitié des près de 3 millions de billets qui sont mis en vente pour ces Jeux paralympiques, avec des prix des places, il faut dire, aussi bien plus attractifs. On en a beaucoup parlé sur Sud Radio, notamment, de ces prix pour les Jeux olympiques qui étaient parfois plusieurs centaines d'euros. Je rappelle les dates, 28 août, 8 septembre. Et oui, c'est important aussi de le rappeler, Anthony. Il reste encore pas mal de places à vendre pour ces Jeux paralympiques. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'on arrivera quand même à retrouver cet engouement qu'on a eu pendant les Jeux olympiques ?
Alors, il y a effectivement un engouement déjà sur les Jeux Olympiques qui ont dépassé, je crois, les attentes, surtout sur un climat politique ambiant très difficile en France. On a une ferveur nationale qui est née, on a un engouement qui s'est prononcé de plus en plus et on l'a constaté avec des billets qui restaient invendus et finalement on arrive presque sold out sur l'ensemble des épreuves. Je pense que les Français vont se réveiller peu à peu. Là, ils sont encore en vacances, ils vont se réveiller. Puis on l'explique aussi parce que c'est la rentrée scolaire et donc ça va être... Le calendrier, il n'est pas évident quand même pour les Jeux paralympiques. Non, mais il a, en tout cas, depuis 1988, toujours été celui-ci. D'ailleurs, j'aimerais faire peut-être découvrir aux Français, ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les Jeux Olympiques avec vous, Anthony, les spécificités de ces sports. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va retrouver les mêmes sports que lors de ces Jeux Olympiques? Et il y a quelques sports qu'on va retrouver, qui ont une similitude entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je pense déjà au mien, le judo, où la seule spécificité, c'est que ce sont des personnes aveugles et malvoyantes qui combattent, avec quelques adaptations sur les règles d'arbitrage, mais sinon, c'est exactement la même discipline. L'athlétisme, où on retrouve évidemment le même type d'épreuve. La particularité, ce seront celles physiques, sensorielle ou cognitive. Et il y a également le basket, le rugby, le tennis de table et puis d'autres épreuves, l'haltérophilie, etc. Je ne vais pas tous les énumérer. Il y a 22 sports et 539 épreuves. C'est vous dire à quel point ces Jeux paralympiques sont aussi dotés que les Jeux olympiques, de 33 sports et 339 épreuves. Avec des disciplines, notamment la pétanque ? La pétanque, oui, qui en tout cas s'appelle la boccia, qui est un sport un petit peu particulier, qui demande certaines subtilités de compréhension, mais qui est un sport absolument fascinant à regarder. D'ailleurs, je reviens un peu sur ces chiffres, sur ces catégories de sport, parce que c'est vrai, les Jeux paralympiques, par exemple, le judo, je prends l'exemple du judo, puisque vous êtes judoka, Anthony, on avait la différence, évidemment, entre les hommes et les femmes, et puis en la catégorie de poids. Est-ce qu'on rajoute, en plus de cette catégorie de poids, des catégories en fonction du handicap? Tout à fait, 2 catégories, J1 et J2. J1, qui est la catégorie d'ailleurs à laquelle j'appartiens, qui concerne les aveugles et malvoyants très profonds, et J2, qui est la catégorie des malvoyants, donc les gens qui voient de façon très trouble, pas suffisamment en tout cas pour apercevoir quelque chose à plusieurs mètres, mais en tout cas ces 2 catégories permettent aussi d'aligner les disparités de niveau entre les aveugles qui ne peuvent pas anticiper un mouvement qui serait visuellement préhensible par une personne malvoyante et les malvoyants de l'autre côté. Donc oui, on a quasiment 17 catégories différentes sur cette discipline. Alors pendant les Jeux Olympiques, on a vu que les Français étaient excellents en judo, excellents aussi au niveau de la natation avec Léon Marchand. Quelles sont nos forces aujourd'hui, la force des Français, les atouts des Français pour ces Jeux paralympiques, Anthony? Assurément, je le souhaite de tout mon cœur, mes camarades du judo, forcément. On a 9 athlètes engagés et j'espère qu'on aura autant de médailles. On a des espoirs très forts sur l'athlétisme, sur le cécifoot également, qui est le football pratiqué les yeux bandés avec des joueurs non-voyants. La boccia, je pense et j'espère. Le rugby fauteuil. Le Sud Radio est une radio de rugby, donc j'espère qu'on le suivra attentivement. En tout cas, on le fera. Mais il y a des espoirs de médailles là-dessus. Pour vous donner un chiffre quand même assez éloquent, à Tokyo en 2021, on avait 150 athlètes engagés sur les Jeux paralympiques versus 328 sur les Jeux olympiques. 328 athlètes aux Jeux olympiques, 33 médailles, 150 athlètes aux Jeux paralympiques, 55. J'allais justement vous poser la question de savoir si la France est une bonne nation de sport au niveau du handicap. Est-ce que a priori oui. A priori oui, mais est-ce qu'on peut espérer par rapport au tableau des médailles? On a vu quand même que les Jeux olympiques, la France avait presque surperformé. Est-ce que ça peut être le cas également aussi pour ces Jeux paralympiques? Il y a des objectifs d'ailleurs. Voilà, des objectifs par rapport aux États-Unis, à la Chine notamment. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'objectif qui a été posé sur les Jeux paralympiques. Il faut savoir qu'à Tokyo, on était 14e nation sur les Jeux paralympiques. Sur les Jeux olympiques, on était la 8e. Il faut dire que les médailles sont fortement raflées par la Chine, le Japon, les États-Unis et anciennement aussi la Russie. Est-ce que on peut espérer pour ces Jeux olympiques en France
France. On en parlait au début de cette interview. Un engouement des Français pour assister aux épreuves dans les stades, mais aussi à la télé. Est-ce que vous espérez que le fait que la France accueille ces Jeux paralympiques, ça soit une très bonne chose pour ces athlètes handicapés? Alors, en ce qui me concerne, oui, je l'espère. Après, il faut être pragmatique. Ce qui va se passer, premièrement, les détenteurs des droits, qui sont notamment France Télévisions, ont déjà amorti le coût des Jeux sur les Jeux Olympiques, vu les audiences records qu'ils ont établies. Et donc les Jeux Paralympiques, pour l'instant, c'est du bonus. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disait la semaine dernière Gilles, votre consultant média, sur ces chiffres impressionnants. Voilà, les Jeux Olympiques sont déjà amortis et les Jeux Paralympiques avec. Donc c'est déjà du bonus pour les diffuseurs. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'ils mettent moins de moyens sur la diffusion, et ça c'est une très bonne nouvelle. L'autre paramètre, c'est que nous avons des Français qui se sont intéressés aux Jeux Olympiques, pour certains qui étaient en vacances, d'autres frustrés, notamment les Parisiens qui sont partis en nombre en se disant « Oh là là, ça va être le bazar à Paris, je vais pas pouvoir circuler, donc je m'en vais et je reviendrai plus tard ». Et où ils se sont rendus compte peut-être qu'ils sont passés à côté d'un événement incroyable, et donc on peut espérer que ces Jeux Paralympiques se nourrissent de cette réussite des Jeux Olympiques, et aussi ce sont les mêmes sites de pratique. Donc là, il y a peut-être l'espoir que les billets qui restent, les 1 600 000 que vous disiez tout à l'heure, Maxime, restants, puissent être vendus d'ici à la fin de ces Jeux Paralympiques. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu coller ces Jeux Paralympiques aux Jeux Olympiques? Ça, c'est l'éternelle question. Parce que là, on a vu, en fait, vous parliez de Paris. En fait, tous les touristes qui sont venus pour les Jeux Olympiques, une grande partie est déjà partie. Est-ce que si on avait succédé aux Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, ils seraient restés, on aurait peut-être vendu plus de billets? Très objectivement, je ne pense pas, puisque ce reste des Jeux d'été, donc par définition, en plein milieu du mois de juillet et du mois d'août, ça serait compliqué. Ça impose un défi aussi logistique. C'est aussi pour ça que les Jeux sont séparés, déjà parce qu'ils ne sont pas organisés par la même entité. Les Jeux Olympiques par le CIO, le Comité International Olympique, et les Jeux Paralympiques par l'IPC, le Comité International Paralympique. Deux organisations distinctes qui ont un cahier des charges qu'elles partagent, en tout cas, et sur lequel l'une et l'autre se rapprochent chaque fois et chaque édition. Et sur ces organisations-là, il y a des défis. Il y a des défis de signalétique. La signalétique d'une personne en situation de handicap n'est pas la même que pour celle d'un athlète valide. Les installations non plus, il faut les réaménager. Et puis, vous parliez, Benjamin, de boccia. La boccia n'est pas un sport que nous avons aux Jeux Olympiques. Ça voudrait dire qu'il faudrait que nous dédions une infrastructure propre à la boccia. Oui, c'est le rêve de plusieurs athlètes, dont je fais partie, que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques se déroulent en même temps, mais le comité paralympique on a décidé autrement, puisqu'ils ont aussi en vision les enjeux de couverture médiatique. 1,8 milliard de personnes ont regardé les Jeux à Tokyo. Ça reste moitié moins que sur les Jeux Olympiques, mais en même temps, si les Jeux Paralympiques avaient lieu en même temps que les Jeux Olympiques, probablement que l'audience et l'intérêt pour les Jeux Paralympiques serait moindre. Ça pourrait jouer aussi, effectivement. Merci beaucoup, Anthony Martin-Smith, entrepreneur, judoka paralympique, déficience visuelle. Je le rappelle, double médaillé au championnat du monde. Vous revenez nous voir demain à la même heure? Demain. Oui, on continue bien sûr de tout vous expliquer sur ces Jeux Paralympiques. Dernière ligne droite, J-9 avant la cérémonie d'ouverture. Maxime, on vous retrouve également demain à partir de midi 13h, les débats de l'été. Puis moi, je vous donne rendez-vous à partir de 10h. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon appétit. Bonne continuation de journée. À suivre. À suivre Jacques Pessis, les clés d'une vie, qui recevait Anne Lauvergeon, qui a bien connu un certain François Mitterrand. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.